C'est avec plaisir que je vous accueille à notre webinaire sur la vision et l'implémentation de SORMAS au Luxembourg. Je m'appelle Monica Binder et je suis chef de projet à la Fondation SORMAS et je suis assistée aujourd'hui par ma collègue Candice Lau qui a vu sur l'ensemble du chat. Tout d'abord, Xavier Colette va présenter l'implémentation de SORMAS au Luxembourg. Il est chef de projet SORMAS dans la direction de la santé de Luxembourg. Et après, on va voir la vision pour SORMAS de Anne Vergisson. Anne est chef de division de l'inspection sanitaire au sein de la direction de la santé de Luxembourg. Elle a également été une oratrice très appréciée lors de la conférence SORMAS de l'année dernière à Berlin. Merci Monica pour l'introduction. Donc effectivement, je vais vous présenter notre expérience sur l'implémentation de SORMAS au Luxembourg. Donc rapidement, je vais vous présenter donc le contexte un petit peu du pays du Luxembourg, qui est un peu particulier, comment nous avons traversé la pandémie et les raisons pour lesquelles on a choisi SORMAS pour continuer dans le traçage des maladies infectieuses, et les différentes étapes qui ont été nécessaires à la mise en place et au développement des différentes choses. Donc, le Luxembourg, c'est un tout petit pays qui occupe une place centrale en Europe. Donc, je vous ai mis des petits chiffres sur la diapositive, je ne vais pas les détailler, mais c'est un pays hautement multiculturel avec un flux migratoire qui est soutenu en provenance des pays voisins, donc France, Allemagne et Belgique, mais aussi d'autres pays de l'Union européenne et des pays plus éloignés comme des pays du Sud. Donc il y a une population de 660 000 habitants environ. Et donc sur ces 660 000 habitants, on a 170 nationalités qui sont représentées, dont un peu plus de la moitié qui sont nées à l'étranger. Donc ça constitue un atout en termes de capacité de main-d'œuvre et de diversité culturelle, mais aussi un défi dans la surveillance et le contrôle des menaces transfrontalières. Une autre caractéristique donc au petit pays, c'est le flux de travailleurs frontaliers. Donc là, on peut le voir sur cette diapositive. Il y a 46% de la masse salariale qui vient des pays frontaliers, donc très largement représentés par les frontaliers français. Et donc, on comprend bien que lors d'une pandémie, la fermeture des frontières est pas envisageable, surtout qu'à titre d'exemple, au Luxembourg, on a 45% des soignants qui sont des travailleurs frontaliers. Donc, pendant la pandémie, le contact tracing a tout de suite été mis en place avec les premiers cas qui sont arrivés au Luxembourg par l'inspection sanitaire. Donc, l'objectif défini par le ministère de la Santé était de limiter au maximum la propagation du virus à partir des nouveaux cas, d'identifier et de limiter les chaînes de transmission le plus rapidement possible et de détecter d'éventuels épisodes de cas groupés afin de réaliser des investigations et des contrôles. Donc alors, il y a beaucoup de pays lors des vagues épidémiques importantes qui ont dû arrêter leur suivi de contact. Ici au Luxembourg, à aucun moment le contact tracing s'est effondré. Donc on a pu maintenir une activité tout au long de la pandémie grâce à une adaptation permanente des ressources aussi bien humaines que techniques. Techniquement, il a été mis en place un programme spécialement créé, donc CARE+, et qui s'est adapté avec une grande réactivité en fonction des adaptations des procédures et des textes législatifs qui entraînaient des modifications des mesures qui étaient mises en place. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir que le personnel fluctuait selon l'intensification ou la baisse de l'activité du virus pour atteindre son maximum d'activité donc en février 2022, donc c'était avec la vague Omicron, avec un total de 483 personnes. Donc, le contact tracing a mélangé plusieurs professionnels. Donc, il y avait des professionnels de santé, mais il y avait aussi des volontaires, des bénévoles. Il y a eu des renforcements des équipes par les autres ministères et administrations. Il a fallu tout mettre en place. Je pense que tout le monde a été un peu, a connu un peu la même situation. Donc, nous a amené à mettre en place un système informatique qui était très hétérogène et pas entièrement conforme avec la protection des données.
Par exemple, ici sur ce schéma, on peut voir les différentes bases de données qui ont pu se mettre l'une sur l'autre avec des flux de données qui ont été surajoutés. Et donc, fin 2021, donc, le Luxembourg a cherché une solution pour remplacer l'ensemble de la chaîne existante par un logiciel unique permettant d'assurer une solution durable pour la surveillance, la gestion et l'analyse des maladies infectieuses pouvant faire face à une crise sanitaire de type pandémie. Donc ici, on voit que le projet SORMAS vient remplacer 4 bases de données qui se superposent avec des problèmes de compatibilité, d'interopérabilité. Donc SORMAS a été choisi et le projet a donc démarré par un workshop d'une semaine où il a fallu identifier les besoins et la faisabilité du projet. Et donc ensuite, le projet a démarré un peu après ce premier workshop. Et donc là, c'est les différents partenaires du projet. Donc la direction de la santé, nous, bien évidemment, l'inspection sanitaire, SORMAS Fondation, euh, Vita Group, qui s'occupe de toute la partie développement et qui a été remplacée par SHE maintenant. L'entreprise Netlink, qui chez nous fait du support informatique. Je sais qu'ils hébergent des instances SORMAS sur leur serveur pour d'autres pays. Nous, on a fait le choix de garder les serveurs chez nous. e-santé, qui est un partenaire luxembourgeois par lequel les déclarations électroniques passent, le flux de données passe chez eux. Et donc, le Centre des technologies et de l'information de l'État, qui est la structure qui va héberger les serveurs, c'est le système au Luxembourg qui va gérer toute l'infrastructure étatique et informatique. Oh, pardon. Donc, le démarrage du projet a été fait en mars 2023, donc avec plusieurs workshops. Donc, ça s'est réparti sur les différents sujets qu'il fallait développer. Donc, le premier, donc, là, avec l'infrastructure, avec l'installation du système qui a été hébergé sur nos serveurs, donc avec l'assistance de Netlink. Donc, c'est nos informaticiens qui ont mis en place toute l'installation. Ensuite, il y a eu un gros module pour développer l'interopérabilité avec e-santé, donc avec tous les messages laboratoires qu'on recevait. Donc, pour ça, on a développé un adaptateur spécifique et plusieurs workshops autour de la protection des données. C'était un sujet essentiel dans le démarrage du projet, donc avec la discussion autour de la pseudonymisation, anonymisation et la double authentification sur l'accessibilité à l'application. Donc ici, c'est juste un schéma vous montrant un petit peu l'architecture au niveau informatique. Donc on est sur des serveurs étatiques. Il y a des réseaux qui sont très verrouillés en termes d'accessibilité. Les messages de laboratoire passent par un réseau spécifique HealthNet. Et donc, on a mis en place tout un système. Là, je ne vais pas détailler trop là-dessus, mais aussi, on peut voir le système de double authentification avec notre système IANTAB. Voilà, c'est juste pour mettre en place le contexte de l'installation qui est faisable en interne, en fait, sur nos propres serveurs. Donc ici, c'était pour vous résumer un petit peu le flux de données qu'on pouvait avoir au Luxembourg. Donc on s'est surtout focalisé pour le démarrage du projet sur les déclarations des laboratoires, donc les laboratoires privés, laboratoires nationaux et puis les laboratoires hospitaliers. Donc ils nous font des déclarations électroniques au format HL7. Il y a un contrôle qualité qui est effectué par l'agence e-santé, donc chez nous, qui est une agence indépendante de chez nous. Et ensuite, les messages nous sont renvoyés. Donc, c'est des fichiers XML. Et donc, pour pouvoir les intégrer dans SORMAS, il a fallu développer un adaptateur qui était capable de lire et de convertir les données déclarées pour les insérer dans SORMAS. Donc, dans le projet, on a ajouté plusieurs fonctionnalités à l'application. Et elles étaient définies selon deux principes un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a notre expérience qu'on a eue pendant la pandémie, où on a mis en place un certain nombre d'outils et on voulait pouvoir avoir ces outils opérationnels dans l'application SORMAS. Et il y a aussi, quand on a pris en main le logiciel, quand on a commencé à travailler avec, au niveau des différents processus de traitement
des messages, par exemple, on a identifié des points qui pourraient être bloquants pour les équipes. Et donc là, on a apporté quelques modifications, entre autres un module d'automatisation du traitement des messages laboratoires qui permet d'augmenter l'efficacité et de diminuer la charge de travail. Au Luxembourg, en dehors d'une pandémie, on a une petite équipe qui vont traiter toutes les maladies à déclaration obligatoire. Et donc, l'objectif, c'était de ne pas leur surcharger leur travail, mais de pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus fluide possible pour éviter une résistance au changement. Donc, la partie du projet actuel, elle a été focalisée sur le Covid, mais tous les développements qui ont été effectués, ils seront bénéfiques aussi pour la suite de notre projet. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'ils ont aussi été pensés, c'est-à-dire que les outils qu'on a mis en place ne sont pas juste pour le Covid, mais pour l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire qu'on va traiter. Donc, les principaux développements, donc l'adaptateur e-santé, j'en ai déjà parlé pour interpréter les déclarations des laboratoires, le traitement automatique. Avec ça, il a été ajouté aussi l'automatisation de la classification des cas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir sur l'utilisation du logiciel. On a mis en place d'abord le traitement automatique pour que les cas soient traités comme nouveaux cas ou cas existants. Mais ensuite, il fallait classifier aussi les cas. Et donc, pour le Covid, actuellement, on reçoit encore beaucoup de déclarations. Et donc, il fallait qu'il y ait du traitement qui soit allégé à ce niveau-là. Au Luxembourg, on a vu que c'était un pays qui était très petit. On a une petite équipe. Et donc, Sorma s'est un petit peu organisé en termes de droits utilisateurs autour des juridictions, avec 3 niveaux de juridiction, niveau national, régional et district. Ici, on gère tout au niveau national. Donc, c'est quelque chose qu'on a masqué. On n'a pas supprimé, on a masqué pour le Luxembourg avec un remplissage automatique de ces champs-là, toujours dans une optique d'efficacité dans le flux de travail. Et on a ajouté quelques champs aussi, comme les valeurs CT par rapport aux déclarations laboratoires et les données sur les prescripteurs qui sont déclarés également. Il a été aussi ajouté, et ça c'était, je pense, aussi une volonté de plusieurs instances SORMAS, la possibilité de modifier les valeurs d'énumération, de personnaliser. Nous, c'était important pour pouvoir gérer les variants. On va ajouter des données sur les variants Covid, par exemple, mais plus tard d'autres. Et donc, ça nécessitait de faire des modifications sur la base de données, donc avec des requêtes SQL, si je ne me trompe pas. Et donc là, c'est possible de le faire directement depuis l'interface utilisateur. Une autre fonctionnalité deux autres fonctionnalités qu'on a beaucoup utilisées, nous, pendant la pandémie, ça c'est un petit peu notre contact tracing, c'est un petit peu articulé à partir d'un moment autour de ça. La communication des ordonnances de quarantaine et d'isolement était faite par courrier et par email. Les emails étaient envoyés avec une protection de la pièce jointe par un mot de passe pour pas qu'il y ait de data breach au niveau de la protection des données. Il peut y avoir des emails qui peuvent être saisis de manière erronée. Donc, c'était important de pouvoir avoir une sécurité par rapport à ça. Avec la vague Omicron, on a arrêté, je pense, l'envoi des courriers et tout était envoyé par email. Et en amont de ces envois, il y avait un système d'autodéclaration des contacts et des contacts des cas positifs et des cas contacts. Donc, c'est un système où les personnes qui étaient testées positives pouvaient se connecter sur une plateforme web et déclarer leurs contacts au risque. Donc, les cas positifs, ils vont déclarer leurs contacts personnels, généralement, donc leur famille, mais ça pouvait aussi être des collègues de travail. Et pour faire cette déclaration, on leur envoyait un numéro qui permettait de s'identifier. Ils pouvaient communiquer ce numéro-là également à différents contacts qui avaient également la possibilité de se déclarer de manière autonome. Après, on traitait toutes ces déclarations et ce qui nous permettait de faire un contrôle aussi par rapport à ça, par rapport aux contacts à risque. Quand les conditions le permettaient, les gens étaient rappelés pour
pour leur présenter les différentes mesures et les recommandations à faire et les mises en quarantaine qui étaient faites. Et on envoyait les documents du coup par email. Donc ça, c'est un gros module qui est en cours de développement actuellement aussi. Donc, au niveau du système, le système, il est opérationnel depuis janvier de cette année. Donc, il y a des ajustements qui ont été faits un petit peu depuis et les développements qui sont en cours, comme ce que je viens de parler au niveau des autodéclarations qui a été renommé self-reporting dans GitHub. Il y a toute une épique qui est dédiée à ça. Donc, on a une très bonne collaboration avec les équipes qui ont été impliquées, toutes les entreprises, Sormas Fondation, Vita Group, Netlink et maintenant SHE. Et, et donc, la petite question aussi, c'est on a développé l'application pour traiter les cas Covid et on l'a fait du coup après la pandémie. Donc, la question, c'est est-ce que c'est vraiment une aberration, une opportunité? Donc, ce qui est ce qui est facile pour nous, c'est qu'on a acquis un certain nombre de développements pendant la pandémie, donc ça nous a permis de les transférer dans une interface stable et opérationnelle et de mettre en place un système sans avoir la pression sanitaire. Quand changer un système pendant une pandémie, c'est jamais facile en termes de ressources, en termes de formation. Et donc ça, ça a facilité le projet. Et donc, il y a aussi la mise en place d'un projet qui visait à améliorer la surveillance de l'ensemble des maladies infectieuses au Luxembourg. Un facteur important aussi, c'est la disponibilité du financement et des décisions, des volontés politiques. Les choses ont tendance à bouger après cette pandémie Covid. Il y a beaucoup de volonté pour améliorer les choses et préparer à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Non, tout dit bien. Merci beaucoup, Xavier, pour cette détaillée vue sur l'implémentation de Surmas à Luxembourg. Donc, je pense qu'il y a pas mal de questions, mais vous pouvez poser vos questions après la prochaine présentation dans notre session de questions-réponses ou bien sûr, vous pouvez les écrire à tout moment dans le chat. Donc, je pense, je voudrais inviter Anne maintenant de faire Oui, sa présentation sur je la quand vision tu veux. de Sormas au Luxembourg. Voilà, bonjour tout le monde. Je vais poursuivre un petit peu par rapport à ce que vient d'expliquer Xavier. Voilà, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on a planifié pour la suite par rapport à l'implémentation de Sormas au Luxembourg et ce qu'on a comme objectif derrière finalement, parce que Sormas n'est entre guillemets qu'un outil très important pour nous, mais c'est pas un but en soi. Le contexte, Xavier en a parlé, c'est la pandémie de Covid qui a vraiment mis en évidence, et je pense comme dans tous les pays, surtout dans les pays européens en tout cas, le besoin de renforcer les systèmes de surveillance et de réponse aux maladies infectieuses. Donc les deux sont importants et on a vraiment un besoin d'augmenter les capacités de Prevention, Preparedness and Response, comme on l'appelle en anglais. Différents secteurs ont été identifiés dans les analyses qu'on a pu faire et les leçons qu'on a pu tirer comme des opportunités pour arriver à pérenniser ces systèmes qu'on a mis en place pendant le contexte favorable de l'urgence. Comme Xavier l'a évoqué, pendant l'urgence, on a eu à notre disposition des budgets qui ne sont pas nécessairement des budgets structurels et pouvoir maintenir tout ça, tous ces développements et les poursuivre dans un cadre budgétaire parfois un petit peu plus strict. Ou en tout cas plus limité, c'est pas toujours évident. On a récemment eu un règlement européen qui nous impose de continuer ces développements dans la surveillance, la prévention et la réponse des maladies infectieuses transmissibles, en particulier quand elles constituent potentiellement des menaces transfrontalières. Mais en gros, c'est toutes nos maladies transmissibles que l'on surveille actuellement. On a aussi au niveau, alors encore hiérarchiquement supérieur à l'Europe, au niveau de l'OMS, des travaux qui sont en cours pour revoir le règlement sanitaire international qui date de 2005 et qui n'a pas été revu depuis.
et également avoir un accord international pour préparer la réponse aux pandémies. Et pour avoir une préparation et une réponse qui est plus adaptée. Ça va nous imposer des obligations légales par rapport à une surveillance dans laquelle on retrouve évidemment les concepts d'automatisation, d'interopérabilité et aussi de réactivité par rapport à toutes ces maladies à potentiel pandémique. Alors, dans ce contexte-là, les objectifs qu'on a ici au Luxembourg, c'est de pouvoir permettre au pays, comme on l'a dit, n'est pas grand, avec des ressources humaines en tout cas limitées, de pouvoir, au niveau national, mais aussi au niveau local, quand on doit répondre à une épidémie en local, d'assurer une veille sanitaire qui est suffisamment exhaustive, globale et qui est bien intégrée dans un concept One Health. On n'est pas que la santé humaine, on a bien vu, il y a l'importance de ce qui est transmis via l'animal et l'environnement qui doit être intégré, et qu'on ait aussi une alerte, non seulement une surveillance continue, mais aussi une alerte quand il y a des événements inhabituels. On veut pouvoir aussi apporter une réponse qui est précoce, qui est extrêmement rapide et efficace par rapport à ces alertes épidémiques, et puis faciliter, et ça on l'a vu, c'est très important pendant la période Covid aussi, la communication. Alors la communication, elle est toujours dans les deux sens, vers les différents acteurs, que ce soit au niveau interne vers notre direction, nos décideurs politiques, mais aussi au niveau des différents acteurs avec lesquels on travaille. Il faut du feedback régulier, sinon on n'a pas un bon système de surveillance qui peut se maintenir, et le public doit bien sûr être informé de tous les résultats des actions qu'on mène pour pouvoir justifier aussi et expliquer les actions de santé publique qui vont être mises en place. Alors, on a un flux de données important qu'on veut voir se mettre en place et être utilisé tournant autour ou dans l'outil SORMAS. L'outil SORMAS qui se trouve à la direction de la santé au niveau de l'inspection sanitaire devrait nous permettre de récolter, comme c'est déjà le cas en partie, les données des médecins, mais aussi en ajoutant les données des professionnels de importante. Ça fait partie d'une bonne gestion de la santé publique, et on a aussi toutes des obligations de surveillance qui sont déjà en place et qu'il faudra implémenter de façon le plus automatisée possible dans SORMAS, qui sont toutes les données de surveillance qu'on envoie avec des fréquences variables selon les maladies vers l'ECDC, vers l'OMS, par différents moyens. On envoie aussi des alertes ou des informations plus globales, notamment via la plateforme EpiPulse de ECDC, mais aussi WRS de la Commission européenne. Alors, comment est-ce qu'on veut faire tout ça? C'est un programme ambitieux pour nous. On voudrait avoir un seul outil, évidemment, pour la surveillance, qui nous permette non seulement la surveillance, mais aussi la prévention, la gestion des cas et toute cette communication avec les différents acteurs via des dashboards et autres. J'en reparlais un tout petit peu. Donc, on a 74 maladies ou 74 maladies qui sont à déclaration obligatoire au Luxembourg de par la loi. On les a groupées en une série de syndromes, je dirais, les maladies respiratoires, les maladies à prévention vaccinale qui sont de plus en plus importantes, les maladies gastro-intestinales ou d'origine alimentaire, les maladies sexuellement transmissibles, y compris le HIV et les hépatites chroniques, les zoonoses et les maladies à transmission vectorielle et les infections invasives par certains gènes résistants aux antibiotiques. Donc, c'est assez vaste comme panel de maladies à surveiller. On vous a repris un tableau avec tout l'ensemble de ces maladies nominatives. Je ne vais évidemment pas passer par ces maladies. Il y a bien sûr celles qui sont à déclaration obligatoire au niveau international, mais on en a toute une série d'autres qui nous semblaient importantes parce qu'elles ont des potentiels épidémiques et où un contrôle est possible, soit en général par la vaccination. Alors, la réponse, eh bien, qu'on veut avoir dans un outil digitalisé et qu'on n'a actuellement pas vraiment toujours dans un outil digitalisé, on est en train de la mettre en place, mais on voudrait accentuer ça avec l'outil. C'est aussi nous permettre de faire des enquêtes avec cette réponse et des analyses de données, les deux étant évidemment liés. Il y a la réponse à des cas qui sont notifiés. Dans une série de cas, en particulier, je prends l'exemple des maladies à prévention vaccinale, on va faire systématiquement une enquête épidémiologique, un minima,
voire plus exhaustif si on a une épidémie. On va recueillir des données cliniques, en particulier par rapport à la sévérité des cas, l'hospitalisation, la mortalité. Tout ça, ce sont des données qui vont nécessiter des interactions avec d'autres systèmes pour les récolter. Pour ce qui est de la réponse des contacts, eh bien, on a le contact tracing dont Xavier a parlé, qui est déjà quelque chose qui est assez bien en place, mais qu'on doit encore probablement améliorer ou en tout cas customiser pour certaines maladies, puisque le contact tracing n'est pas nécessairement le même dans toutes les maladies. Les mesures prophylactiques qui vont suivre doivent pouvoir être planifiées et éventuellement déjà entamées par un processus digital. Et puis, les interventions de terrain qu'on va mener avec des campagnes de vaccination ou l'administration d'antibiotiques prophylactiques dans certaines situations. Tout ça va nécessiter pour le faire la connexion, le couplage avec d'autres bases de données, évidemment dans les limites de possibilités qu'offre le règlement sur la protection des données. On va recueillir le statut vaccinal des cas et des contacts dans les situations épidémiques. On va recueillir aussi des données dans le registre national au niveau central au Luxembourg pour avoir les données de contact des personnes si on ne les a pas. En sachant qu'aujourd'hui, les gens n'attendent pas toujours un courrier dans leur boîte aux lettres. On a besoin d'avoir des données de contact digitales ou téléphoniques, ce qui est encore mieux. Et on a aussi travaillé beaucoup pendant la période Covid avec les bases de données scolaires, ce qui n'est pas toujours évident à remettre en place pour des questions de protection des données aujourd'hui. Il y a aussi dans le futur, on l'espère, les bases de données hospitalières et ou de dossiers médicaux informatisés qui sont quelque chose d'essentiel pour pouvoir permettre aux médecins de nous envoyer des informations sans leur augmenter leur charge de travail de façon suffisamment automatique, comme le font les laboratoires de biologie clinique. Alors, les outils digitaux, ils sont essentiels et sans eux, on ne pourra pas fonctionner correctement pour mener un nombre suffisamment important d'enquêtes, surtout avec des ressources humaines limitées, et aussi pour les alertes. On a besoin de données qui soient structurées. Des données en texte libre, ce n'est pas très utile ou c'est difficile à utiliser. Et on a besoin que les données soient interopérables. Donc, il faut pour nous automatiser la collecte auprès des patients et de leurs médecins un maximum pour que ce soit facile et rapide. On a pour ce faire déjà créé une série d'enquêtes digitales, mais ce n'est pas fini. On a fait des questionnaires et on voudrait pouvoir en créer encore plus pour l'ensemble des maladies qu'on doit suivre avec des enquêtes et pouvoir intégrer ça de façon automatisée le plus possible dans l'outil de surveillance pour pouvoir assurer les réponses et le reporting. Alors, l'intégration de ces données, évidemment structurées, donc ça, je l'ai dit, ça va faciliter l'analyse des données par les épidémiologistes chez nous, les analyses statistiques derrière, les enquêtes au niveau individuel ou dans le cadre épidémique, et puis tout le reporting qu'on fait vers les instances internationales. L'idéal, c'est qu'on puisse avoir des tableaux qui soient envoyés avec des simples clics de nos opérateurs vers les autorités de surveillance au niveau européen ou de l'OMS. On doit aussi avoir un système d'alerte automatisé. On a des systèmes d'alerte comme EWRS, ça c'est pour l'Europe, EIS pour l'OMS, qui sont des alertes pour des événements. De nouveau, là, on envoie pour l'instant des données qui sont des données texte libre. On voudrait pouvoir permettre aussi que le système nous permette d'avoir un simple clic, la collecte des données à transférer et que ça se passe de façon, encore une fois, beaucoup plus automatisée que ça ne l'est aujourd'hui. Idem pour des systèmes d'alerte nationale qui ne sont pas encore en place, mais qui sont en train de se discuter, comme au Luxembourg, il s'appelle l'U-Alert, qui est un système d'alerte qui va générer des messages vers la population. Par exemple, ce n'est pas tellement maladie infectieuse, mais on a un exemple qu'on utilise déjà en partie, c'est pour la canicule, où les gens en période de canicule vont recevoir des messages d'alerte s'ils sont dans une population à risque. On pourrait faire la même chose potentiellement en cas de maladie extrêmement contagieuse pour lequel on veut avertir une population ou de la contamination d'une réserve d'eau, des choses comme ça. Alors, un exemple, j'ai repris quelques exemples de notifications, de maladies à notification obligatoire pour lesquelles on a utilisé des questionnaires qu'on a développés pour investiguer là où les sources de l'épidémie.
Ici, c'est l'exemple de la cryptosporidiose où vous voyez un morceau du questionnaire qui a été développé. Donc, le questionnaire, il est envoyé aux personnes. Enfin, on leur envoie un QR code et ils peuvent scanner le QR code et se connecter directement sur le questionnaire. Les questionnaires seront après disponibles au Luxembourg au minimum dans 4 langues pour couvrir un maximum de la population et s'assurer qu'on a au moins une langue avec laquelle les personnes sont à l'aise. On a des taux de réponse, vous voyez, pour le cryptosporidium, c'est une pathologie qui va toucher aussi bien des adultes que des enfants. On a un taux de réponse de 51%, ce qui n'est pas mauvais du tout. Et un temps de réponse médian de 11 minutes par questionnaire, ce qui reste raisonnable, mais qui veut dire que les gens font quand même globalement le questionnaire de façon attentive, sans y passer non plus trop de temps. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, sinon les gens ne vont pas répondre ou abandonner le questionnaire. On a aussi insisté, c'est un autre exemple, on a une grosse épidémie hivernale de RSV au Luxembourg, on est dans l'hémisphère nord, et on a cet hiver utilisé des questionnaires qu'on a envoyés systématiquement à tous les cas positifs. On avait 781 notifications de RSV auxquelles on a envoyé un questionnaire et on a eu 34% de réponses. C'était important pour nous de voir ça dans la mesure où on a implémenté cet hiver aussi l'immunisation passive des nouveau-nés par le nirsevimab, un anticorps monoclonal contre le RSV. On a fait un questionnaire où on se dit, voilà, il doit être le plus simple possible avec des réponses oui-non, disponibles sur des smartphones, pour de nouveau qu'on puisse répondre très vite et qu'on n'ait pas non plus une infinité de questions. Il faut que ça reste quelque chose de rapide, mais qui nous donne des informations utiles en termes de santé publique. Et ici, vous voyez le temps de réponse moyen, même si le taux de réponse global était un peu moins bon, le temps de réponse moyen reste 7 minutes, ce qui est un questionnaire fait assez rapidement. Un autre exemple d'utilisation des outils digitaux et qu'on voudrait lier à SORMAS dans le futur, c'est dans le cadre de nos campagnes de vaccination. Ici, on a pour l'instant au Luxembourg une épidémie de coqueluche qui est toujours en cours d'ailleurs, avec de nombreux cas dans les écoles et en particulier dans les lycées. Quand on a eu des épidémies importantes dans les lycées, on a mené des campagnes de vaccination. Et ici, on a, pour faciliter la saisie des données, vous voyez qu'on a ici une intervention où on a une liste qu'on reçoit de l'école qui comprend 702 élèves et 197 professeurs. Pour chacun, il faut aller sur site, saisir les données de vaccination parce qu'on n'a pas accès au statut vaccinal en direct. On n'a malheureusement pas de registre de vaccination disponible pour le moment au Luxembourg. On l'a eu pour Covid, mais on n'en a plus. Et donc, on doit saisir, c'est une ligne par personne dans un fichier Excel. Eh bien, il y a des risques d'erreur de saisie. Donc, on a déjà amélioré les choses en faisant, comme ici, vous le voyez, un masque de saisie pour améliorer la qualité des données. Mais ça reste quand même un gros travail et ça, c'est quelque chose sur lequel on voudrait encore travailler pour améliorer les choses. Et vous voyez ici, bon, ben, ça fait 216 élèves vaccinés au final avec 543 personnes dont on a contrôlé le statut vaccinal. C'est quand même un gros travail pour une équipe là, en l'occurrence de 8 personnes qui seront sur place. Alors, le reporting et la communication, ça c'est la suite des choses qu'on doit effectuer. On a des rapports qui doivent être faits, qui sont déjà faits pour les rapports annuels, mais on voudrait automatiser un maximum ces rapports, donc pouvoir extraire des données de nos bases de données de façon automatique parce que c'est récurrent, on le fait chaque année et une fois qu'on a automatisé la partie nettoyage de données, on peut produire des rapports plus automatisés, plus fréquents éventuellement. On veut produire aussi des rapports thématiques à partir de l'outil et des dashboards qu'on puisse mettre à disposition des acteurs internes, nos décideurs politiques, mais aussi les partenaires avec lesquels on travaille dans les différentes administrations, laboratoires, instituts de recherche et le grand public pour une partie des informations. Je pense que le feedback et la participation, elle est essentielle pour s'assurer à une bonne compliance aux mesures de surveillance. Et aux mesures de contrôle après. On veut aussi améliorer la fonctionnalité d'exportation des données dans SORMAS pour qu'on puisse faire cette exportation, cet export automatiquement au format demandé par ICDC, OMS ou AWRS et que de nouveau, on n'ait qu'un clic à faire pour que ça puisse partir en ce qui concerne ce reporting.
À terme, on voudrait aussi vraiment replacer tout ça dans la perspective One Health. On est en train de développer beaucoup la surveillance maladie vectorielle et la surveillance également des vecteurs, donc des moustiques et des tiques. Et on voudrait pouvoir le mettre dans le module environnemental SORMAS en lien avec la surveillance humaine pour qu'on puisse travailler avec aussi bien l'environnement que les vétérinaires pour tout ce qui est surveillance multiple. Je pense, par exemple, la maladie de West Nile, on va avoir une intervention éventuellement pour surveiller les moustiques, pour surveiller les oiseaux, éventuellement les chevaux et les humains qui pourraient être atteints. Donc tout ça devrait pouvoir être mis ensemble. On veut aussi pouvoir effectivement dans ce cadre-là croiser les données, donc soit les mettre ensemble complètement, soit les croiser pour pouvoir s'assurer qu'on a toutes les analyses possibles et que si on a un génotype particulier d'une bactérie, par exemple, qui cause une salmonelle, qui cause des infections, eh bien, on puisse la retrouver aussi bien dans nos élevages de poules que chez les patients ou éventuellement aussi dans des industries qui préparent de l'alimentation. On fait ce genre d'exercice, mais pour l'instant, on le fait de façon, je dirais, semi-manuelle, où on envoie des emails avec des bases de données, etc., ou des fichiers avec des génotypes. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, pour lequel on a besoin d'améliorer les outils pour nous permettre vraiment d'avoir une surveillance qui fait tous ces croisements. Dans les perspectives qu'on a pour le futur, si je peux résumer un petit peu tout ça, on a aussi soumis une demande pour un projet européen dans lequel on a inclus des développements SORMAS. Pour vous, un petit peu, c'est un projet principalement surveillance et pour nous, c'était important qu'on puisse inclure l'outil de la surveillance dans ce projet. On n'a pas encore de réponse si notre projet sera accepté ou pas et on espère que ce sera le cas. Dans tous les cas, on continuera nos développements, mais ils seront peut-être un petit peu plus lents si on n'a pas le soutien de l'Europe pour ce faire. On a par ailleurs le soutien, et c'est très important, de notre direction et de notre ministère, mais également du gouvernement qui pousse très fort à la digitalisation. Sans ça, ce serait impossible de pouvoir faire ces développements. Et on a aussi, il ne faut pas l'oublier, en arrière-fond, l'obligation de répondre à des exigences internationales en matière de prévention, préparation et réponse épidémique. Et c'est ça, bien sûr, qui nous permet de justifier qu'on veut mettre en place tous ces développements. Voilà, moi j'ai terminé ce que je voulais vous exposer. Après, on est ouvert à toutes les suggestions, questions et je ne veux pas non plus faire peur à la Fondation SORMAS. On n'a pas l'intention de demander tout ça tout de suite. Voilà, pour nous, c'est un phasage dans les 5 années à venir et on est bien conscient que certains outils seront développés en connexion avec SORMAS et que tout ne sera peut-être pas des nouveaux développements intégrés directement à l'outil. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Anne et Xavier pour votre présentation. Comme la session de questions-réponses ne fera pas partie de la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur notre plateforme communautaire. Le lien est partagé dans la section ci-dessous.